à une autre émission Sur le sofa avec Stéphanie. Alors, si vous n'avez jamais vu cette émission, je vais vous donner un petit aperçu du concept. C'est simple, il n'y en a pas de concept. Nous avons un super beau sofa, nous avons un invité et nous buvons quelque chose et nous faisons une conversation. Donc, suivez-moi alors que nous allons apprendre sur quelqu'un de tout particulier. Son nom est Olivier Laurando. Olivier, ça va bien aujourd'hui? Très bien, toi? Oui! Alors, Olivier, je ne veux pas te décevoir. Aujourd'hui, on ne boit pas d'alcool. Bon, c'est bien correct. De toute façon, j'ai pas l'âge. C'est exactement ça. C'est parce que tu n'as pas l'âge. Donc, on s'est dit, on va prendre une bonne bouteille d'eau fraîche. Donc, elle vient pas fraîchement de la rivière. Non, c'est correct. Elle vient d'une bouteille. Je suis désolée. Tu aurais pu avoir une expérience particulière avec la rivière des Outaouais, mais non. Bon, c'est bien correct. C'est bien correct? Parfait. Alors, Olivier, tu es un étudiant en escale. Oui. Oui. D'où viens-tu, Olivier? Ben, moi, je suis né à Ottawa, mais ma famille, ma mère, j'ai deux mères. Donc, ma mère est inséminée, puis j'ai des origines chinoises colombiennes du côté de mon père. Puis du côté de ma mère, ben, on est descendants français colons. OK. Donc, tu as deux parents qui sont justement homosexuels. Oui, oui. C'est vraiment hot, ça. Oui, parce que tu sais, il y a eu... Quand j'étais jeune, c'était pas encore... Aujourd'hui, c'est Ouais. pas mal accepté, mais quand j'étais jeune, c'était pas... C'était tabou un peu. Oui, c'était tabou. Puis au début, j'étais, pas pour dire innocent, mais j'étais pas conscient du fait que c'était tabou. Fait que moi, je le disais ouvertement, puis les gens réagissaient bizarrement. Mais aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup mieux. Les gens ont vraiment appris à vivre avec. Fait que c'est super. Est-ce que, puis là, ben, tu sais, je sais même pas si tu vas savoir la réponse, mais est-ce que tu as déjà parlé à tes mères à ce sujet-là? Tu sais, est-ce que ça a été difficile, l'insémination, dans ce sens que, vu que c'était des parents qui étaient homosexuels, etc., est-ce que ça aussi, il y avait comme une espèce de défi? Ben, pour eux, ils m'ont pas. Sur le côté de mes grands-parents, fait que les parents de mes parents, sur les deux côtés, ont très bien réagi. Pour ma mère, ça trouve que ça a été difficile parce que c'est un long processus. Ça a pris, je pense, 3 ans avant qu'ils puissent m'avoir. OK. Puis ils ont fait la demande pour avoir un autre. Vu qu'ils ont vu que ça a pris 3 ans, ils ont fait la demande pour avoir ma soeur tout de suite après que je suis né, mais ça a quand même pris 3 ans. OK. Fait que le processus est très long, c'est pour ça que c'est. OK. Donc, toi, tu as été inséminé artificiellement, puis ta sœur, elle a été adoptée? Non, elle a été inséminée artificiellement. Ah oui, hein, On a deux la même fois. mère, puis ils ont pris le même donneur. Fait qu'on est frères et sœurs sans Comme biologique, Oui. et etc. Oui. Wow! Ouais. Là, tu as quand même un parcours. Moi, je trouve ça le fun de savoir ça. Comment c'était vivre avec deux mères? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il faut absolument que tu aies un père. » Ben, je te dirais, j'ai jamais connu la vie avec un père. Oui, C'est sûr que j'ai été chercher ma figure paternelle chez mes deux grands-pères. oui. Mais j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'avoir un père parce que j'ai pas connu c'était quoi. Fait qu'avoir deux mères pour moi c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Non. Non. Super. Donc, tu parlais que le monde réagissait différemment quand tu étais jeune. Parle-moi-en juste un petit peu. Comment que c'était? Parce que là, tu le vois, toi, tu vois ça normal parce que tu as tout le temps vécu ça, mais là, tu le vois à travers les yeux de tes amis, tes collègues de classe. Oui. Ben, au début, quand j'avais, je pense, ce que je me souviens, j'avais à peu près 7-8 ans. Puis au début, mes amis, ils savaient pas comment réagir à ça. Autant que le parent les influençait beaucoup. Fait que ceux qui avaient des parents ouverts à ça réagissaient bien. Il y en a qui trouvaient ça cool. Puis il y en a d'autres qui, pas qui me rejetaient, mais qui tenaient à l'écart parce qu'ils trouvaient bizarre le fait que j'aille deux mères. Ils connaissaient pas c'était quoi encore l'homosexualité. Même si ça fait pas si longtemps que ça. C'est quand même. Fait que c'était pas. Comment je dis ça? Les gens ils réagissaient tout dépendant de leur. Ben, je veux dire, les enfants réagissent selon le background que leurs parents leur donnent. Oui. Mais les adultes c'est soit qui était ouvert et ils l'étaient pas. C'est plus simple que ça. Mais c'était pas vraiment plus difficile vu que je suis un enfant. Si j'aurais été dans la place de ma mère, probablement ça aurait été plus difficile à cause de la société, mais pour ça. Ta mère, t'en parles-tu souvent de ça ou c'est vraiment juste ça s'en tient avec on va être mère-fils puis that's all? Ça se tient pas mal à ça parce que j'ai jamais ressenti le besoin d'aller plus loin. OK. Si jamais ma mère me dit jamais besoin de plus de réponses, je vais être ouverte. Fait que c'est pas un problème pour si jamais je veux aller plus loin, mais pour l'instant, j'ai vraiment jamais ressenti le besoin d'aller plus loin avec ça. Là, parle-moi de tes mères. Comment sont-elles? Ben,
Ma mère, Marie-Claude, qui est celle que, génétiquement dont je descends, ma mère est très calme, est très ouverte, puis elle travaille au gouvernement. Les deux travaillent au gouvernement. Puis je dirais que ma mère biologique, je l'ai vraiment vue comme la figure maternelle. Okay. Vraiment, puis mon autre mère, Kim, je l'ai vue un peu plus comme ma figure paternelle parce que ça descend peut-être de son background aussi, elle vient de Hurston. OK. Fait qu'elle a toujours été élevée dans le bois, elle a toujours fait beaucoup de VTT, de même. Fait qu'elle a plus. J'ai quand même été chercher un background paternel chez elle parce qu'elle agissait plus comme un père, contrairement à ma mère. Fait qu'elle était plus protective sur certaines choses, moins sur d'autres. Fait que c'était quand même. Moi je dirais ça. C'est quand même un bon mélange entre les deux. Ouais. Les deux, ils se complétaient bien. Puis, avec Kim, elle a aussi deux enfants avant qu'elle devienne homosexuelle. Elle avait un mari. Okay. J'ai aussi deux grandes sœurs qui sont OK. sur le côté. Ouais. C'est comment la dynamique familiale avec ces deux grandes sœurs-là, justement, puis là, ben, vous arrivez, etc. Quand on est arrivé, je pense qu'il y avait. Quand moi je suis né, je pense que la plus vieille avait 15 ans. OK. Fait qu'on a quand même un grand. Grand écart. Un grand écart mais quand on est ensemble, on reste même. On se considère frères et sœurs, même si biologiquement on n'a aucun lien. Ouais. Puis c'est vraiment le fun parce que ça permet d'avoir une différente dynamique que si on s'ostine pas, parce qu'on a un trop grand écart pour avoir à s'ostiner sur quoi que ce soit. Il était toujours plus calme que nous, plus responsable que nous quand on était jeunes, fait qu'il n'y avait jamais vraiment de problème. Puis t'as quand même, tu sais, à 15 ans de différence, donc là tu peux aller les consulter pour certaines choses. Oui. Tu sais, t'as une grande sœur qui peut te dire, hey, il y a des choses qu'on dit à nos parents, il y a d'autres choses qu'on dirait plus à notre frère ou à notre sœur, oui. parce que, ben, tu sais, il y a des choses qu'on... Faut se garder une petite gêne entre parents puis enfants, là, tu sais. Oui. Donc, il y a plus des avantages que des désavantages. Oui, hein? C'est vraiment hot. Donc, et toi et ta sœur, quel type... comment te décrirais-tu, toi, puis comment décrirais-tu ta sœur? Moi, je trouve que je suis quelqu'un de... pas vraiment sportif, de quelqu'un qui va vraiment vouloir aller du côté intellectuel, puis du côté manuel. Ma sœur est très sportive, elle va suivre les tendances, moi je vais être à côté de ça. Elle va vraiment... on est un peu l'opposé un de l'autre, on s'ostine souvent, mais c'est une relation entre frères et sœurs, c'est vraiment... Une relation très normale. Oui. D'ailleurs, moi, mon copain a 2 filles, puis ils viennent se faire un tatou. Puis le tatou, c'est littéralement une tornade qui définit leur relation entre sœurs, les 2 filles. C'était vraiment, tu sais, dans ce sens que une tornade, ça apporte du beau, ça apporte du mauvais, mais c'est ça que c'est une relation frère-sœur. Oui. Tu sais, ou frère-frère, sœur-sœur, peu importe, là, mais c'est ça que c'est, on s'aime malgré tout. Olivier, tu as été à l'école où quand tu étais jeune? Au début, aujourd'hui, mes deux mères sont séparées. Au début, on restait à Orléans, j'allais à des pionniers, je sais pas trop où c'est que c'est aujourd'hui par rapport quelque part à Ottawa. Ouais, quelque part dans ce coin-là. Après ça, j'ai déménagé à Saint-Mathieu, vu que ma mère, elle s'est pas remariée, elle était avec France, qui est aujourd'hui, je considère quand même ma belle-mère, mais même si ils sont pas mariés. Où c'est que j'ai maintenant 2 frères, puis ces 2 frères-là étaient à Saint-Mathieu, à Hammond. Fait que j'étais à Hammond à l'école primaire, j'ai terminé ma 5e année à Des Pionniers, j'ai fait ma 6e année là-bas, après ça je suis arrivé à Rockland pour faire ma 7 jusqu'à 12. Est-ce que tu as trouvé ça totalement différent? Tu viens, t'es un petit gars de la ville, tu t'en reviens en campagne, en plus tu t'en vas à Hammond, tu sais, s'il y a bien un endroit qui est petit, c'est Hammond. Je te dirais que c'était très différent. Ça m'a pris l'année de ma 6e année à m'habituer parce que avant je marchais à l'école, là, c'est sûr et certain que je ne pouvais pas marcher à l'école, ça prend 2 heures avant d'aller à l'école à pied. Fait que ça c'était pas. Je l'ai fait à partir d'ici. J'ai déjà parti une journée, ça a pris 1h50 partir de la maison puis descendre à pied jusqu'à l'école. Tu voulais en tabarouette? Oui, c'était une journée où ce que je veux dire, il fait pas chaud, on va y aller, puis ça ne tentait pas d'attendre l'autobus cette journée-là. C'est comme une journée que tu t'attendais pas, tu dis je vais le faire. Puis là, à moitié chemin, tu te dis « Ah, si, j'aurais dû pas le faire. » Quand je suis arrivé sur Caron, là, j'ai dit « j'aurais peut-être pas dû le faire parce qu'il reste encore un méchant bout devant l'école. » Ouais, puis là, t'es comme « Ah, ok, bon, ben garde, trop tard. » Ouais, fait que c'était une adaptation parce que tout était loin.
Oui. On avait loin d'avoir les mêmes ressources. On était, je pense, 450, 500 élèves à des pionniers. Puis là, j'arrive dans une école où c'est 160, puis on est 16 en classe on était 16 en classe de 6e. Puis il y a des pionniers. Je suis allé faire un tour à peu près au milieu de l'année, pareil, pour aller revoir mes amis. Puis il y avait 2 classes de 30 élèves. Fait que le fait que tout le monde se connaît, tout le monde est. Pour certaines affaires, c'est une belle chimie, mais quand ça va mal, ça va très mal parce que tout le monde prend un bord. C'était beaucoup plus petit, on avait moins de ressources, les ordinateurs étaient très vieux comparé à ce qu'on avait, mais tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment contrôlé. Fait que c'était une adaptation, c'est une adaptation surtout de distance. Puis de fond plus qu'autre chose. Ben, non, c'est pas les fonds, c'est la quantité d'élèves qu'il y avait qui a fait que il y avait moins de fonds, là, mais c'était vraiment c'est fait de distance, que tout était loin. Le dépanneur à Orléans, il était à même pas 2 minutes de marche, l'école était à 5 minutes de marche, mes amis sont à 5 minutes de marche. T'sais, là, aujourd'hui, mon ami le plus proche est à 2,5 km de chez nous, fait qu'en marche, c'est une demi-heure. Fait que, tu sais, c'est surtout un écart de distance beaucoup plus grand qu'en ville. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça tough? Est-ce que tu as déjà dit à ta mère, hey, on retourne-tu à Ottawa? Oui, j'ai déjà dit. Ouais. Parce que je trouvais que c'était. C'était une petite classe, il était 15 avant que j'arrive. Ils sont tous soudés ensemble. Oui. Fait que ce qui était le plus dur, c'est de rentrer en 6e année, ta dernière année de primaire, dans une classe de 15 élèves où personne ils se connaissent depuis qu'ils sont comme tout jeunes. Ils racontent des histoires, moi j'ai aucune idée de ce qu'ils parlent. Exact. Fait c'est une adaptation difficile parce que tu rentres dans un milieu beaucoup plus soudé, beaucoup plus rural. Fait que c'était vraiment. Pour ça c'était difficile, mais après, une fois que je suis rentré au secondaire, où vu que tout le monde se connaît pas vraiment. Tout le monde est nouveau. C'est redevenu. Je regrette pas du tout d'être resté aujourd'hui, mais ma 6e année c'était un peu éloigné, je trouve, de ce que je connaissais. C'était Hammond aussi. c'est pas. Tu sais, on s'entend pour dire que c'est Hammond. Tu sais, peut-être que Rockland, ça aurait été une adaptation un peu différente. Oui, parce qu'ils sont quand même plusieurs élèves. Ben, ils sont plusieurs élèves. T'es à Rockland, donc t'as un petit peu, tu sais. T'as un dépanneur pas loin, tu sais, on sait tout, Giant Tiger. Tu sais, Morris Village, ça ressemble beaucoup dans le coin où j'étais. Ouais. C'est une maison avec des cours pas trop grandes, puis tout le monde est à côté de l'autre. Puis là, le voisin était en campagne, c'est pas. C'est ça. Mon premier voisin, je pense qu'il était à quasiment 1 kilomètre. C'est ça. Maintenant, tu restes à Rockland dans le Morris Village, c'est ça? Non, maintenant, je reste à Clarence Creek. OK, so tu restes quand même à Je reste quand même en campagne. Mais bonne nouvelle, t'as un dépanneur à Clarence Creek maintenant, puis t'as même un restaurant. Oui. Puis un dentiste, comme, sérieux, là. C'est un sérieux upgrade, là. C'est beaucoup mieux quand on est arrivé, il n'y avait rien. Ben ça fait 5 ans qu'on est là. Ouais, c'est ça. Fait que quand on est arrivé, on descendait 20 minutes de char pour aller chercher une pinte de lait. Là, c'est 5 minutes de char, mais c'est quand même beaucoup mieux que c'était. Ben, ça a été jadis un petit village qui était un petit peu, tu sais, parce que moi, je viens de Saint-Pascal de Bellon. Ouais. Donc, moi, je me rappelle aller chez le médecin qui était à Clarence Creek, parce que la clinique que vous connaissez de Clarence Rockland était située à Clarence Creek avant. OK. Donc, puis, t'avais, tu sais, où t'avais la station de gaz aussi dans le temps. Ouais, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait. OK, c'est juste un petit indicatif de mon âge, désolé. Dans le temps, on avait la station de gaz, puis on avait une pizzeria, puis on avait un boucher, puis on avait le petit dépanneur. Tu sais, où est-ce qu'il y a le restaurant maintenant? Mais ça, c'était un boucher, dépanneur / pizzeria. OK. On t'allait chercher tout là. Ouais. Aujourd'hui, il reste la pizzeria, le dépanneur, puis la patate. Ouais. Non, mais tu sais, t'es pas pire. Là, dis-toi que t'es quand même bien servi. Tu vas avoir des bonbons, des chips, puis un café, t'es correct. Oui. Olivier, on va continuer dans quelques instants. Présentement, on va s'en aller à la pause parce que, on a discuté un peu de ta vie, de ce que t'étais quand t'étais jeune. Là, on va avancer dans le temps, dans les prochaines minutes. Pour vous à la maison, restez avec nous parce qu'on va continuer à apprendre sur Olivier Laurando. Il y a beaucoup de choses à apprendre, même s'il est encore jeune. Donc, je vous revois après la pause. Alors, nous sommes de retour de la pause avec Olivier Laurando. On en a appris beaucoup sur Olivier. C'était vraiment intéressant. On continue. Donc, avant la pause, on parlait de ta jeunesse, puis du fait que tu es maintenant à Clarence Creek. Yes, sir. Vraiment beau village. Puis que tu es à l'Escale maintenant.
Donc là, parle-moi de ton entrée au secondaire, 7e, 8e, 9e, 10e. Ben, quand je suis rentré en 7e, c'est toujours un peu fébrile. En 7e année, j'ai vraiment pas fait grand-chose. En 8e année, je me suis impliqué au niveau du pavillon, fait que l'intermédiaire, je faisais partie de l'équipe technique, puis j'ai participé un peu avec les activités du conseil étudiant. Puis après ça, en ma 9e année, j'ai pas fait grand-chose non plus. Puis là, quand je suis arrivé en 10e année, mon professeur, M. Patrick Bergeron, m'a initié à la FESFO, qui est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Puis de là, j'ai fait une activité en formation pour les PECO. Les PECO, c'est des personnes de contact avec la FESFO dans les écoles secondaires. On reçoit l'information pour faire du recrutement, des affaires de même. Puis là, ça, c'était ma première formation. Puis de là, j'ai commencé à m'impliquer dans le conseil étudiant. J'ai fait partie du Sénat des élèves au conseil scolaire. Fait que le Sénat des élèves, c'est deux élèves, un élève junior et un élève senior de chaque école, des 7 écoles secondaires qui se regroupent une fois par mois à peu près pour discuter de c'est quoi les projets du conseil, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ce conseil-là est présidé par les 2 élèves conseillers que je vais devenir plus tard. Là, je faisais partie du Sénat des élèves. Après ça, quand on est arrivé en avril, j'ai fait les élections de devenir élève conseiller. Là, je suis devenu élève conseiller. Après de ça, j'ai eu ma première rencontre du REGFO, qui est le regroupement des élèves conseillers. Fait que les 25 élèves conseillers de l'Ontario français se regroupent ensemble pour discuter des projets du ministère de l'Éducation, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos relations avec le ministère, avec les élèves anglophones. On discute des projets qu'on veut avoir, nous autres, pour améliorer notre relation avec les élèves. Quelque chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas une grande visibilité. La majorité des élèves ne savent pas qu'on existe. Non. Puis, le 10 mai, j'ai été élu comme vice-président de ce conseil-là. Fait que là, je fais partie du conseil, conseil de l'école, du conseil du Sénat, je fais partie du conseil, de la table du conseil, puis je fais partie du conseil du REGFO. OK. En 2 minutes, tu m'as fait un méchant bon résumé, mais on va décortiquer ça un petit peu. On commence au début, parce que, évidemment, ça a déboulé avec la FESFO. Oui. Donc, dis-moi, pourquoi Patrick Bergeron a décidé, toi, t'es l'élève pour ce poste-là? Bien, il voyait que, ce qu'il m'a dit, il voyait un potentiel que je pouvais avoir dans la gérance ou la politique, ou peu importe c'était quoi. Fait que, il m'a envoyé cette formation-là, puis au début, je trouvais ça un peu hésitant parce que, bon, c'est nouveau, c'est du monde qui se connaissent quand même beaucoup parce que c'est tout le temps les élèves du cycle secondaire, fait qu'ils restent quand même, puis là, j'arrivais. Là, la première rencontre, c'est bien, les premiers jours, c'est un peu difficile, après ça s'est bien passé parce que on a une formation, on devient des amis, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, on voit l'impact qu'on peut avoir. Puis avec ça, après ça, j'ai rentré dans le cinéma. En même temps qu'il m'a initié à la FESFO, il m'a initié au Sénat aussi. Puis c'est quand je suis rentré dans le Sénat que j'ai vu que j'avais un intérêt pour la politique. OK. Puis là, à partir du Sénat, pendant les mois, j'ai vu que ça allait bien, il y avait des choses que je pouvais améliorer. Puis si je voulais changer des choses, ben je pouvais devenir élève conseiller. Puis là, au début, j'étais pas sûr. Puis après ça, ben, j'ai fini par décider de... Ma question est la suivante. Il t'a suggéré, mais toi, il a fallu que tu dises oui. Oui. Toi, tu voyais quoi là-dedans dans cette décision-là? Toi, tu t'attendais à quoi quand tu dis « OK, je vais y aller ». Ben, je voyais une opportunité de m'améliorer comme personne. Okay. C'est beaucoup d'autorégulation. Oui. Faut apprendre à gérer son horaire. Là, cette année, ça va être beaucoup d'autorégulation parce que je vais possiblement avoir un travail, j'ai mon rôle d'élève conseiller à faire, mon rôle de vice-président à faire. Puis les cours, j'ai pris des cours préuniversitaires, fait qu'ils demandent quand même un certain... beaucoup de gestion de temps, beaucoup de gestion de priorité. Oui. Ça apporte surtout une satisfaction personnelle de savoir que tu as accompli quelque chose pendant ton secondaire. Tu sais, j'aurais pu dire je fais absolument rien pour mes cours, mais je n'ai pas vraiment trouvé que j'ai accompli quelque chose. Puis ça me permet de savoir que si jamais les élèves sont en difficulté puis que je veux faire quelque chose pour les aider, bien, je me suis placé dans la position que je pouvais avoir un impact réel sur la situation quelconque qu'on aurait. Je vais poser une question parce que tu me dis d'impact réel. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent avoir un impact réel sur la société? Puis là, je parle pas juste de toi, je parle, tu es en contact avec les jeunes, tu les vois. Nous, notre perception d'adulte, versus, là, on est de 2 générations totalement différentes, là, Olivier puis moi, là, comme pas pantoute.
moi, j'ai tout le temps la perception que vous voulez pas avoir d'impact sur la société. Puis là, tu me dis ça, puis là, je suis juste comme, ah, est-ce que... Ouais. Je dirais que c'est très différent d'une situation à l'autre ou d'un élève à l'autre. Quand il y a quelque chose qui fait pas l'affaire des jeunes, là, c'est la fin du monde, puis ça marche pas. C'est sûr que de ce point de vue-là, c'est pas vraiment équilibré parce que quand tout va bien, ça les dérange pas, puis ça nous dérange pas. Et quand ça va pas bien, là, on veut vraiment que ça se règle. Mais c'est différent d'un élève à l'autre. Il y a plusieurs élèves qui veulent s'impliquer, mais ils n'ont vraiment aucune idée comment. OK. Puis, la plupart des élèves savent pas qu'il y a la possibilité d'avoir un impact. Oui. Ceux à qui j'ai parlé après avoir mes élections, je dis si jamais j'ai besoin, parce qu'on veut former un conseil de représentation, aller chercher des données dans chaque école. J'ai demandé à des élèves, est-ce que vous voulez organiser la requête des données? Ils ont été très enthousiastes de le faire parce qu'ils ont trouvé un moyen justement d'avoir un impact. Mais s'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir un impact, vraiment la majorité un des plus gros problèmes avec le fait qu'on dirait que les jeunes s'en foutent, c'est qu'ils n'ont aucune idée qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est pas... il n'y a pas de promotion de faire savoir que tu peux faire quelque chose. On a un projet avec le RECFO qui est le vote à 16 ans. Oui. Parce que pour l'instant, même si je suis au conseil, même si j'ai le même rôle qu'un conseiller scolaire, je ne peux pas voter à la table du conseil. Mon vote peut être représentatif, mais il n'est pas compté. C'est ça que tu me disais de dire que tu n'as pas 16 ans encore? Ben oui, je viens d'avoir 16 ans. Oh, tu viens d'avoir 16 ans, OK. Mais c'est quand même hot là, que tu as fait tout ça avant ça. Là. Comment qu'on rejoint les jeunes pour avoir de l'impact? Parce que c'est difficile ça aussi, parce que là, on parle de deux différentes générations. Comment qu'on rejoint? Toi, Olivier, tu as été approché par un professeur. On peut pas approcher tous les jeunes. Hey, toi, tu veux te faire du bénévolat. Toi, tu veux te faire... Tu comprends-tu? J'ai découvert, pour aller chercher des participations et des affaires comme ça, que j'ai besoin beaucoup d'aller chercher l'intérêt de chacun. Oui. Si je ne veux pas faire participer quelqu'un dans quelque chose qui va avoir aucun intérêt. Si, je prends par exemple une des activités de la FESFO, il y a le PJFO qui est le Parlement de la jeunesse franco-ontarienne. Les élèves qui ont un intérêt dans la politique, je vais aller les susciter pour qu'ils participent à cette activité-là. Je ne prendrai pas un sportif pour l'envoyer là, il ne voudra jamais. Non. Mais il y a le JFO qui est les Jeux franco-ontariens qui a des volets sport. Que eux, je peux les envoyer dans les volets sport. Mais ce qui est très touchy, si je peux dire, c'est d'être capable d'aller chercher l'intérêt. Pour aller chercher l'intérêt, il faut qu'il y ait un avantage à le faire. Si ils retirent rien de ça, ils n'ont pas vraiment envie d'y aller. Mais quand je fais des discours ou que je vais aller chercher l'attention des jeunes, je vais surtout il faut avoir un certain charisme. Si t'es plate, il se passera jamais grand-chose. Il faut que tu ailles chercher l'intérêt des jeunes en allant... Moi, je vais chercher, quand je vais avoir l'intérêt, je veux lui montrer qu'est-ce que je peux lui apporter. C'est tout le temps, s'ils n'ont rien en retour, souvent ça ne marchera pas. Puis je trouve que c'est quelque chose de très vrai. Là. Les jeunes, c'est vrai, peu importe, même moi, si j'ai rien en retour, souvent ça va moins me tenter de le faire. Fait que si je suis capable d'aller chercher, si je suis capable de lui fournir quelque chose en retour, s'il m'aide à faire ce que je veux, souvent ils vont être plus enclins à m'aider à participer. Tu parlais d'impact tout à l'heure. Quand tu dis que tu ressens que tu as un impact, c'est quel impact tu penses que tu as, toi, présentement dans la communauté? Je trouve que j'ai un impact légal. OK. Le fait d'être élève conseiller m'apporte un statut politique, un statut légal, différent que si je suis juste un élève qui veut faire des revendications puis qui n'est pas d'accord avec quelque chose, si je viens le mettre à travers des discours puis des actions, des manifestations, oui, ça va avoir un impact au niveau public, les gens vont le voir, mais le gouvernement peut refuser de regarder ce qu'on veut puis de même songer à nos requêtes. Fait en ayant pris place au conseil, j'ai un impact légal sur l'éducation. L'éducation, c'est surtout ce que je voulais la chose sur laquelle je voulais me pencher. Fait en ayant atteint un poste qui me fournit un poste qui me fournit un droit de vote minimum, ben ça me permet d'avoir un impact légal. Un impact légal? Tu me dis que c'est en étant au Sénat que ça t'a donné le goût de la politique.
Ça, c'est assez particulier parce que, tu sais, on sait tout, on aime toute la politique. Qu'est-ce que tu aimes de la politique, Olivier? J'aime le défi d'avoir à aller convaincre des gens que ton idée, c'est la meilleure. OK. En politique, pour que quelque chose marche, il faut que tu convainques les autres députés. Oui. Puis le défi, selon moi, c'est ce défi-là que j'aime d'aller chercher dans ma vision les points spécifiques qui peuvent me permettre de convaincre les gens que les gens que je vis dans mon message. Donc, ton message te dit que tu veux vraiment améliorer au niveau de l'éducation. Donc, c'est quoi ta vision au niveau de l'éducation? Ben là, il y a eu beaucoup de coupures. Oui. Fait que ça a un peu joué dans nos affaires, mais il y a certains problèmes qu'on a réalisés quand on a vu ce qui est leur projet. Ils veulent mettre des cours en ligne. Ben, les cours en ligne, pour l'instant, sont juste offerts au niveau théorique, avancé. Mm-hmm. Mais là, ça devient des cours obligatoires, des cours en ligne. Oh. Puis là, ils disent vouloir faire des coupures dans l'éducation, mais pour que les cours en ligne marchent, pour que ça réponde aux besoins des élèves, pour que les élèves puissent bien réussir, il faut qu'il y ait quand même des cours en ligne appliqués puis des cours échelon local. Fait que s'ils n'ont pas ces cours-là, ça ne marche pas parce que ça nuit vraiment au rendement de l'élève. Puis notre but, c'était de le faire comprendre que ça ne coûte pas du tout de l'argent. Ça va coûter l'argent de celui qui va écrire le cours. Tu as la place d'avoir juste un enseignant qui donne le cours, tu as besoin d'un enseignant qui supervise le cours, puis un enseignant qui donne le cours en ligne. Fait que c'est des visions différentes. Pour l'instant, on ne sait pas si on a raison. On n'a pas encore envoyé de rapport ou rien au ministère de l'Éducation pour le dire sur quoi on a songé et comment on voudrait l'améliorer. Donc, tu as encore beaucoup de pain sur la planche dans les prochains mois, disons. Oui. Olivier, tu es en 11e année, tu t'en vas en 11e, justement. Est-ce que tu as des plans d'aller en politique? Tu t'en vas où, justement? Est-ce que tu t'en vas à l'université, collège? Que fais-tu dans les prochains 5 ans? Là, pas si longtemps avant que je commence vraiment à devenir élève conseiller, mon but c'était de rentrer dans l'armée. Oh! Soit en ingénierie ou un métier qui me permettait d'aider les gens. Okay. Fait que je voulais rentrer dans l'armée, faire mes études, peu importe dans l'armée, c'est payé, tout est payé. Fait que j'ai pas vraiment de dépenses si jamais je rentre. Après ça, j'ai vu, ok, ben je pourrais rentrer en politique. Donc c'est soit que je rentre dans le génie civil, en politique ou dans l'armée. Pour l'instant, je suis pas sûr encore, mais pour l'instant, j'ai pris des cours qui me permettent d'avoir toutes les portes ouvertes. OK. Puis c'est là que je vais plus tard. Pour l'instant, je vais attendre de voir comment c'est, être élève conseiller, vraiment les défis que ça peut apporter. Puis si je trouve que j'aime vraiment ça, je vais peut-être me diriger là-dedans, quand même garder l'option de rentrer dans les prochaines années. Je vais te poser la question qui tue, là, juste parce qu'on a bientôt plus de temps. Tu fais pas élève conseiller parce que tu veux juste faire tes 40 heures. Je retiens quasiment même pas d'heures OK. de développement. Parce que, tu sais, on peut se poser la question sur les motivations qui incitent des gens à faire certaines choses. Puis ça en peut être. C'est juste faire son 40 heures, puis merci, bonsoir. Là. Oui. Puis en devenant élève conseiller, on a un salaire de 2500 $ pour l'année. Fait que ça peut être une motivation pour d'autres élèves. Mais un des choses qu'on se rend compte, c'est que ça peut être vraiment on demande aux élèves de ne pas se présenter si leur motivation c'est ça, parce que ça peut nuire. Tu représentes les élèves, ça peut nuire aux élèves si ta seule motivation c'est l'argent ou tes heures de bénévolat, même si ça n'en retiens pas beaucoup, parce que t'es pas là pour vraiment. T'es pas là pour les bonnes raisons. T'es pas là pour les bonnes raisons. Donc c'est aussi d'avoir la bonne personne au bon poste. Oui, la bonne personne au bon poste. Olivier, crois-le pas, c'est déjà terminé. Ça a été vraiment intéressant. Puis je pense qu'on va probablement s'en reparler parce que j'aime aussi cet aspect-là de l'éducation, puis de la réforme, puis de ce qui s'en vient. Et pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié connaître cette jeune personne qu'est Olivier Laurendeau, qui a fait tant de choses et qui a à peine 16 ans. Ce fut Stéphanie pour un autre Sur le sofa avec Stéphanie.